jouer un système offensif face au Maroc. C'est aller, on va dire quoi, en perdition parce que c'est une équipe très très forte. Ismaël, je vais être sincère avec vous. Vous-même, vous l'avez dit, vous n'êtes pas entraîneur, vous n'êtes pas coach. Vous parlez de tactique. Donc, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Je vais arriver. Vous dites, on a utilisé des systèmes de jeu. Offensif face au Maroc, par exemple. Aucun système de jeu, dire aujourd'hui, et vous allez retenir, vous allez même vous renseigner chez les grands coachs. Il n'y a aucun système de jeu qui est défensif qui est offensif. Aucun. Il n'y a pas un seul système. 3-5-2, même vous mettez 5 bonhommes derrière, il n'est pas défensif. Ce qui rend défensif, c'est le plan de jeu. C'est l'état d'esprit que vous mettez. 4-3-3 n'est pas offensif, n'est pas défensif. C'est un système de jeu. Je vous renvoie à la définition du système de jeu. C'est quoi un système de jeu? C'est un alignement de joueurs par ligne. Je ne pense pas que ce que vous dites, Diego Simeone serait du même avis que vous. C'est pas moi. Je n'invente pas la roue. Je n'invente pas la roue. Vous prenez votre téléphone smartphone, vous tapez, vous avez dit au départ, vous n'êtes pas entraîneur, moi je suis entraîneur. On est d'accord. D'accord. Non, c'est pas c'est bon. Discutons. Parce que vous êtes chroniqueur. Je vous ai vu, vous êtes chroniqueur. Vous racontez beaucoup d'histoires là-bas. Et vous avez l'impression d'être intéressant parce que vous parlez, comme vous faites là. Vous parlez même, vous dites qu'un système de jeu est tactique. Un système de jeu n'est pas tactique. Non, les systèmes de jeu ne bougent pas, ils sont figés. 3-5-2 ne bouge pas. C'est l'animation qu'on y met qui devient la tactique. On est d'accord, monsieur le sélectionneur. Mais la question que je pose, et que d'ailleurs beaucoup de Gabonais aussi se posent, il faut le dire, si aujourd'hui, je prends un exemple, le Lesotho joue contre le Brésil, mais le Lesotho ne va pas l'attaquer. Il faut qu'on soit réaliste. Le Lesotho sait que devant, c'est le Brésil, 5 fois champion du monde. Et quand le Gabon joue contre le Brésil, ce n'est pas de la même manière que le Gabon doit jouer contre le Lesotho. Nous disons que parfois, certains changements, certains choix, vous voulez à un moment donné trop attaquer alors qu'on peut défendre jusqu'à la 90e minute, jusqu'à la 115e minute, et puis après... Le Gabon a recruté un entraîneur qui s'appelle Thierry qui a ses principes de jeu. Si vous me demandez, moi, de mettre demain un bloc bas, je ne mettrai pas un bloc. Je ne sais pas mettre en place un bloc bas. J'ai qualifié le Gabon avec mon staff en jouant comme nous jouons. Nous sommes allés au barrage de la Coupe du Monde en jouant comme nous jouons. Sur le plan défensif, sur le plan tactique, contre la Côte d'Ivoire, ou même le Maroc. Au Maroc, quand nous attaquions en 4-3-3. Quand nous défendions, nous étions 4-2-3-1. Contre la Côte d'Ivoire, ça s'est vu. Vous étiez pour certains à Franceville, contre la Côte d'Ivoire. On défendait. Pourquoi? Parce qu'il était question de réduire les espaces intérieurs. Ils ont pris les côtés. Donc sur le plan défensif, il y a une animation. Mais quand vous prenez un système pour de la tactique, ça pose problème. Que ça vienne de vous, chroniqueur, journaliste sportif. Oui, mais monsieur Mouyouma, ce que nous retenons, c'est que vous avez plus de 12 buts contre des équipes du top 10. Oui. Non, mais lâchez pas le micro, je vais revenir. Ça, c'est une fuite en avant. On a pris 12 buts contre les top 10. Oui, ça, c'est pas faux. Mais au niveau international, il y en a qui ont même pris 7 buts un seul match. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'ils ne savaient pas défendre? Ça veut dire que l'entraîneur a failli. Que? L'entraîneur a failli. Sur ce match-là. Bon, vous êtes en faillite de questions, donc je pense qu'on ne peut pas continuer. Ça va devenir une joute oratoire. On n'en a pas besoin. Ok. On va prendre une pause de 2 minutes, le temps qu'on mette en place le On prend guichet. la dernière question avant de passer à la liste. Sélectionneur, bonjour. Zogué Saint-Brice, Gabon Télévision, je suis consultant. Pardon de revenir sur les questions qui ont été posées et qui ont donné lieu à un long échange entre vous et les interlocuteurs. Mais il y a quand même quelque chose de factuel et qui n'apparaît pas dans les chiffres que vous avez donnés. C'est effectivement nos matchs contre les grandes équipes africaines. Je vais essayer de parler simplement pour que vous compreniez le sens de ma question, même si vous comprenez tout ce qui se dit depuis le début de la conférence. On joue la Côte d'Ivoire en aller-retour et on ne marque pas de but, ils nous mettent un but. Le Nigeria nous met 4 buts, on en met 1. Le Sénégal, 3 buts, on en met 0. En amical à Amiens, j'avais assisté à ce match. Et contre le Maroc,
sur la double confrontation, on prend 9 buts et on en met 2. Au total, ça fait 17 buts marqués, enfin 17 buts encaissés et 3 buts marqués. Ça traduit quand même, sélectionneur, ces chiffres, une incapacité à mettre en difficulté les équipes dites grandes équipes africaines que nous connaissons. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez identifié les causes de ces échecs contre ces grandes équipes? Parce que, comme tout le monde le sait, il y a la Côte d'Ivoire à nouveau et le Cameroun, c'est-à-dire deux grosses équipes africaines. Alors le Mozambique, j'ai le sentiment que dans l'esprit de tout le monde, on a 3 points. Le terrain nous dira la vérité et je souhaite qu'on ait ces 3 points, mais si on s'en tient à cette réalité factuelle, statistique contre les grosses équipes africaines et qu'on n'y parvient toujours pas, je vous demande en tant que sélectionneur, est-ce que vous avez identifié les failles que nous n'arrivons pas à combler justement contre ces grandes équipes? Je vous remercie. Bonjour à vous. Merci. Il faut comprendre que en football, tout s'explique. Tout trouve une explication. Technique, tactique, mentale, physique. Ce sont les 4 aspects relatifs au jeu. Les matchs que vous venez d'énumérer, oui, tout s'explique. À tort ou à raison. Maroc, à l'aller, on est dans le jeu, on est dominateur, c'est la situation des pénaltys. Mais chaque fois, nous avons dû courir derrière le score. À l'aller, au retour, on mène. Puis sur 3 ballons arrêtés, nous sommes absents. Dès qu'ils ont pris l'ascendant psychologique, ils mènent au score, vous jouez différemment. Vous changez de plan de jeu. Vous ne pouvez plus défendre en équilibre, vous attaquez en déséquilibre. Pour moi, ça s'explique. Vous aurez peut-être une autre explication. La Côte d'Ivoire à l'aller. Nous sommes menaçants, nous avons des opportunités, on doit pouvoir marquer. On n'est pas réaliste. Quand j'ai donné les chiffres tout à l'heure, je disais on a marqué, je pense que je parlais de 26 ou 17. Si on avait été réaliste, on aurait marqué un peu plus. Réaliste sur le plan offensif. Mais si on avait été agressif, assez agressif, dans le bon sens, on n'aurait pas pris certains buts. Par exemple, même le but contre la Côte d'Ivoire, quand vous le regardez, on ne défend pas sur le mec qui va frapper. Voilà les explications. Le Sénégal 3-0. Nous sommes dans un essai. Vous vous rappelez de ce match? Je pense même que quand on sort la liste, on se plaint de ne pas voir certains joueurs majeurs. Et nous, on explique que pour arriver où on veut, il faut commencer à tester certains joueurs. Et certains qui émergent aujourd'hui dans cet effectif ont commencé à être essayés lors de ces matchs. À la limite, on était en train de balbutier au niveau de cette ossature. On prend 3-0 face à une équipe qui, elle, a des certitudes. Le Nigeria, dans le jeu normal, nous sommes à 1-1 et en prolongation, on perd. Nous, quand on s'assied, on se pose une question. Qu'est-ce qu'il faut arriver à améliorer face à certaines nations? Vous savez, sur le plan physiologique, à partir de la 65e minute, 70e, il y a un aspect qui ressort le plus, c'est l'aspect mental. Et l'aspect physique. Il y a le mental et le physique. Mais généralement, le mental porte le physique. Certaines équipes ont beaucoup d'avance sur nous, sur le plan de la force. Et tout à l'heure, quand il parlait d'un changement effectué au Maroc, et même la question, quand j'étais sur le X, m'a été posée sur les changements qu'on fait face au Nigeria, on sort, on rentre des joueurs. La deuxième mi-temps, nous sommes en contrôle, juste avant le but. Nous maîtrisons le ballon, nous maîtrisons aussi l'émotion de l'adversaire qui ne presse plus, qui essaie de resserrer ses lignes parce qu'ils sont écartés. Et nous, à un moment, on se dit, un quart d'heure de la fin, il faut faire des changements pour apporter de la vivacité et de la vitesse. Donc les joueurs qu'on choisit à cet instant doivent apporter la vitesse et la vivacité. Ceux qui sortent sont épuisés. Il reste 15 minutes à jouer. Contrairement à ce que disait le confrère avant, j'ai peur de me tromper encore, c'est Djibril, qui dit les garçons sont arrivés, ils ont joué 15 minutes, ils sont sortis. Faux. Ils ont joué 27 minutes, 26 ou 27. 15 plus 16 d'arrêt de jeu. Ce match de barrage a 16 minutes d'arrêt de jeu. Faut pas omettre sciemment. Et là, on ne réagit pas. On ne réagit plus. Nous sommes dans l'obligation de rapporter la force. Mais quand on ramène de la force, on est déjà mené. De 1. Mais vous ne pouvez plus défendre quand vous êtes mené. Sinon, c'est abdiguer. Dire, bon, nous sommes déjà menés. On va continuer à défendre et ne pas encaisser. Ouais, l'objectif, nous jouons un match à élimination directe. Nous n'avons pas besoin de points, qu'on perde 2-1, 3-1, ça n'a pas d'importance. Et donc, on se découvre parce qu'il faut chercher à marquer.
Et là, on commet encore des erreurs sur les pertes de balles. Troisième arrive, ainsi le quatrième. Donc, tous ces résultats s'expliquent sur le plan technique, sur le plan mental. Nous ne sommes pas en train de l'expliquer, justifier, sans prendre conscience. Nous disons oui, mais ce sont des axes d'amélioration. Il faut qu'on résolve ce problème le plus tôt possible. Parce que on part à la CAN pour faire un parcours. Et on ne peut pas vouloir le faire si on ne corrige pas ces errements ou ne pas pouvoir battre les équipes du chapeau 1. Ça, on le répond inlassablement. Et on a l'impression aujourd'hui que ça va être la même question. Comment faire pour battre les équipes du chapeau 1? La réponse est, pour passer au prochain tour, il faut battre les équipes du chapeau 1. Mais comment? Il faut résoudre le problème en interne. Nous avons identifié déjà la capacité de maintenir la force au bout de la 65e. Si le 0-0 est maintenu, ou si nous menons déjà, il y aura une autre attitude à avoir pour atteindre les 80 minutes. Donc, ce sont des idées qui sont là, changer la méthode de travail. Et la Coupe d'Afrique, je le disais tantôt, ne se joue pas comme un match à élimination, où c'est les matchs de groupe où vous prenez des points. C'est totalement différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'était le sens même de votre question. Ok, puisqu'il n'y a pas de question, on va prendre une pause. Le temps de préparer le fichier qui nous intéresse le plus, ou celui qu'on attend le plus, celui de la liste. Merci. Un peu de suspense. C'est bon, Steph? Ok. Coach, vous avez la parole. Merci, Franchel. Ok. Mesdames, messieurs, nous approchons. C'est le moment comme... Ouais. Donc, dans cette convocation, je le disais tantôt, on était au départ dans une pré-convocation. La CAF nous imposait 55 joueurs dans lesquels on devait piocher les 28 derniers. Et nous avons tamisé un moment 35, les 35. On était même parti à 23 avant la télé avec la CAF. Quand la CAF nous a édifiés, nous sommes repartis à 28. Dans les 28, il y a deux faits majeurs. L'un va être le profil. D'abord, critère majeur. Le deuxième va être la part belle du championnat national. Nous regrettons quand même qu'il n'y ait pas eu de championnat.
nous sommes heureux de savoir qu'il devrait commencer en janvier 2026. On aurait aimé en autre sein avoir des joueurs du championnat national. C'est une équipe aujourd'hui qui n'expose pas assez les joueurs locaux. Et nous pensons que dans le futur, ça devrait pouvoir arriver. Mais la dernière fois, c'est les Aprimi qui ont pâti. Jouer sans championnat, c'est jamais évident. Convoquer les joueurs, mais là, nous avons quand même fait une part belle aux joueurs du championnat, en fonction du profil, l'expertise et aussi l'expérience. Je préfère déjà vous le dire, comme ça, vous pourrez préparer vos questions. Sur ce, les convoqués, donc pas les pré-convoqués, parce que la CAN c'est 28, 26 sur la fin de match, 2 aux tribunes. Les 28 convoqués pour la CAN Total Maroc 2025 sont gardien de but, Mbaba Loïs, Junior François Décalé, Hans Ngoubi. Arrière droit, Anthony Oyono, Jérémy Oyono. Arrière gauche, Jacques Ekomi, Yohan Obian. Défenseurs centraux, prenons 6. Aaron Pinangoy, Bruno Ekolemanga, Alex Mouketou, Mick Onfia, Michel Mboula et Jonathan Domacolino. Les milieux, Eric Bokoum, Gelor Kanga, Mario Lemina, André Poko, Ibrahim Don, Samake Zé, Ruben Lufilou. Excentré, Teddy Averlan, Jim Alevina, Royce Openda. Excentré gauche, Denis Bouanga, Randy Matouti. Randy revient chez les avant-centres. Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi Babika et Malik Ebouna. Voilà les 28 joueurs qui défendront les couleurs du Gabon lors de la CAN Total 2025. Les questions? C'est chaud. Bonjour à tous, bonjour coach. Bonjour. Jeremy Goma de la rédaction de TV Plus Afrique. Alors coach, merci déjà de nous avoir qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous remarquons un fait assez inédit ou rare peut-être. L'officier média, mon cher aîné Pablo Moussodji Ngouma n'est pas assis à vos côtés aujourd'hui. Et c'est pas ce qui est important. Alors, aujourd'hui, vous avez dans cette liste de 28 joueurs l'attaquant Royce Openda, le joueur des Girondins de Bordeaux en National 2, qui a été l'une des rares satisfactions face aux Super Eagles du Nigeria. On ne va pas revenir pour faire l'autopsie de cette rencontre des barrages. Ma question est de savoir, par rapport aux prestations justement dont il a fait montre contre le Nigeria, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il s'affirme véritablement comme un potentiel titulaire dans cette équipe, malgré le retour justement de Jim Alevina? Merci. Bonjour à vous. En football, le terme titulaire est employé très souvent pour des joueurs qui débutent un match. Donc, c'est potentiellement tous les 28 des futurs titulaires. Ensuite, on avisera en fonction de la stratégie, en fonction de comment on voudra jouer, les forces en présence après les entraînements. Il faut noter quand même que sur les 9 jours que la CAF nous autorise avant notre premier match, nous n'aurons en réalité que 7 jours de travail. Parce que le 15, il commence à arriver, le temps de s'installer, sachant que certains jouent le 13, certains jouent aussi d'autres jouent le 14, pardon. Il faut regarder les dates d'arrivée au Maroc, installation. La recherche du match amical, est-ce qu'on peut utiliser tout le monde ou pas?
Match amical, on est partagé entre match amical ou match de préparation. D'entraînement, pardon. Match d'entraînement, ce qui est totalement différent. Royce, nous avons apprécié sa venue en novembre. Nous apprécions ce qu'il continue à faire en club. C'était un joueur qui était déjà suivi, qui au mois d'octobre aurait pu être là, mais il avait un retour de blessure. On avait jugé utile d'attendre, le faire au moment opportun. Et je pense que novembre fut le moment opportun. Et dans ces temps de passage en ce moment en club, ça se passe plutôt bien pour lui. On espère aussi qu'il pourra peut-être signer au-dessus. C'est vrai que les Girondins, c'est un assez bon club du championnat de France. Le voir un peu plus haut ne serait pas mauvais non plus. Il vient quand même de Lorient, il a connu la première division, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Nous connaissons ses qualités, ses spécificités. C'est tout le bien que nous lui souhaitons. Maintenant, de là à dire aujourd'hui que Royce devrait être entrant lors du premier match, je me remets d'abord aux entraînements lors de la préparation. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Charles Goula de la rédaction de Gabon Première. Merci déjà à la communication de la FEGAFoot de laisser le droit des conférences de presse à l'exclusivité des journalistes. Sinon, on aura les plombiers, les pompiers et tout le reste. Merci beaucoup. Coach, j'ai 2 questions. La première, c'est votre objectif pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est que vous êtes beaucoup entretenu et vous avez fait un bilan tout à l'heure. Félicitations d'ailleurs. Quel est votre objectif pour la Coupe d'Afrique des Nations? Deuxième question à 2 volets. Le retour de Jim et Mboula. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, personnellement, au regard de la qualité de ces joueurs? Et expliquez-nous le retour magique de Malik Vounan, parce qu'on sait que les places, lorsqu'on regarde, vraiment, on value très cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son retour? Merci, coach. Ok. Donc, de vos 3 questions dans l'ordre. La première, c'était... les 2 dernières, je les ai, mais la première, je ne l'ai plus. Ah, objectif, oui. Cette question m'est revenue aussi sur X. Les objectifs sont généralement assignés par l'employeur, la fédération, le ministère. Et nous avons l'ambition, dans le staff technique et les joueurs, déjà de sortie du groupe, j'énumère comme ça, sortie du groupe, faire mieux que 2021, donc dépasser le stade de 8e, et essayer de briser ce plafond de glace de quart de finale, et ensuite espérer atteindre le dernier carré. Ça, c'est notre ambition. Ça, c'est notre souhait. Maintenant, certainement que la fédération, le ministère, vont fixer des objectifs à atteindre spécifiques pour une équipe qui n'a pas été à la CAN dernière, une équipe qui se reconstruit. C'est ensemble que ça se définit. Je ne peux pas venir ici tout seul et puis dire mon objectif, je ne suis pas le patron. Je suis le patron du staff technique, mais je ne suis pas le patron du monde au-dessus de moi. Ensuite, ça me fait plaisir, je suis au cœur déjà de savoir que on était au contact avec les joueurs, le staff médical de l'équipe nationale aussi, les autres membres du staff, les managers généraux, tout le monde. Comprendre où se situaient nos joueurs en termes de préparation. Beaucoup d'entre eux étaient des footballeurs professionnels. On était là à compter les jours, c'est quand ils reviennent, à quel moment ils intègrent leurs effectifs. Et on a vu que ce week-end, les 3 ont joué. Jim est rentré avec le SCO, Xavi avec l'Étoile Rouge, et Michel a joué avec la réserve de son club. Il leur reste une journée de championnat avant le rassemblement. Donc on est toujours optimiste en espérant qu'ils gagnent encore un peu de temps. Et il y a un côté positif, c'est la fraîcheur physique qu'ils auront. Ils auront peu joué entre maintenant et la CAN. Mais ça peut aussi être problématique au niveau du rythme. Donc tous ces ingrédients, il faut regarder. Quand ils vont arriver, on fera les tests avec les préparateurs physiques de l'équipe nationale, le médecin. Il faut faire attention à ces choses. Et nous ne sommes pas la seule équipe qui devrait récupérer des joueurs qui ont été moins compétitifs ces dernières semaines. La dernière question, c'était autour du retour de Malik. Je pense très honnêtement que si on était sur une liste de 23, si elle était réduite, on n'aurait peut-être pas eu cette opportunité de le ramener. Mais la première chose qui a compté ici, c'est le profil. Quand vous regardez notre liste, nous n'avons pas d'avant-centre atypique. Donc là, nous avons un avant-centre atypique, nous avons un profil et nous avons quelqu'un qui a une certaine expérience au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations,
au très haut niveau. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont amenés. La dernière raison, c'est, je le disais tantôt, c'est le championnat national. Il y a eu un très bon championnat la saison dernière. Il était important que nous ramenions avec nous au moins, on était parti sur 2 ou 3 joueurs, on n'a pas pu faire le camp, puis c'était pas facile, en fonction des postes. Là, on a 6 centraux, avec 1 ou 2 qui peuvent jouer à d'autres fonctions. On a des attaquants, beaucoup d'excentriques qui peuvent jouer avant-centre, mais pas un avant-centre atypique, pas de pivot. C'est des avant-centres mobiles, donc il était important qu'on ramène un, mais du championnat national aussi. Faire la promotion de nos championnats. Voilà les raisons, monsieur. Bonjour coach, Yann Akendengue de la rédaction de Garo 24, cette fois-ci en français. Donc je vais déjà vous remercier pour le bilan, parce qu'il faut dire, c'est pas, comme je disais, on n'avait pas l'habitude d'avoir ça. Un bilan qui a été présenté, détaillé, avec des statistiques. Le sérieux que vous incarnez, que vous souhaitez d'ailleurs, ou que vous avez mis, que ce soit dans les conférences de presse ou même dans la tanière. J'aurais 2 questions pour vous, coach. Premièrement, on est dans un groupe F où on a 4 sélectionneurs originaires de leur pays. On a Condé du côté du Mozambique. On a Emers Faé en Côte d'Ivoire et Pagou qu'on vient à peine de nommer du côté du Cameroun. Premièrement, est-ce que c'est le retour du football africain pour les Africains et par les Africains? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ce sera, vous venez à peine de nous montrer, de nous donner le staff, l'équipe qui a été retenue. On a un match très important, un match décisif face au Cameroun la veille de Noël. Le Cameroun n'aura pas l'intention de nous faire un cadeau de Noël, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va capitaliser sur l'absence de classiques, de joueurs expérimentés du Cameroun lors de cette rencontre, parce qu'on a vu que vous avez gardé les joueurs expérimentés comme les Pierre-Emerick Aubameyang, les Bruno Clément. Parce qu'il faut aussi dire que c'est une rencontre capitale qui ne se joue pas seulement pour la compétition, mais comme on sait, les Lions Indomptables et les Panthères, c'est une histoire d'amour qui nous tient à cœur et on espère qu'on aura de bonnes performances là-dessus. À quoi est-ce que ça renvoie, coach? Merci. Bonjour Yann, merci déjà pour le satisfait retour. Par rapport au groupe et aux sélectionneurs africains, c'est une très bonne chose, le football africain. Qu'est-ce que ça démontre? Surtout que ça démontre que dans ces pays, les entraîneurs locaux sont aussi compétitifs que des expatriés européens ou sud-américains. Aussi que l'entraîneur européen, africain, autochtone, local comme on peut l'appeler, connaît certaines réalités que un occidental aura du mal à assimiler en si peu de temps, comprendre le temps. Vous savez, l'inconvénient souvent quand on est un entraîneur local, c'est qu'on n'a pas plus de pression. Il y a plus de, c'est quand même malicieux ce que je veux dire, c'est qu'on rencontre beaucoup de problèmes. On peut être souple avec un Européen, aussi mauvais soit-il, mais difficile avec un local. C'est un paradoxe que j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à comprendre. Pour preuve, Emers est arrivé, il a gagné, il remplace un très grand entraîneur européen, il gagne la Coupe d'Afrique. Vous voyez, je sais pas l'expliquer, mais bon, certains ont compris, aussi sur le plan de la psychologie locale, qu'il faudrait peut-être avoir des entraîneurs locaux qui eux aussi font leur preuve. En fait, en réalité, nous représentons chacun les entraîneurs de leur pays. Nous sommes jugés, on jugera les entraîneurs gabonais au travers du mouvement. Ça, c'est la vérité. Et c'est important que le football africain se réapproprie sa partie technique, en espérant aussi que la CAF va se réapproprier les dates d'organisation de la CAN, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle un jour. On donne les joueurs 9 jours avant, ça c'est nous. Et les autres qui vont jouer le 21, ils n'auront que 6 jours, peut-être 4, parce que le temps que les joueurs arrivent, qui s'installent le 15. Mais pourquoi ça arrive? Parce que la CAF a laissé faire. On n'aurait jamais déplacé le tournoi de l'Amérique du Sud. C'est une parenthèse, mais bon, qui a son importance, mais il faut bien qu'on le relève, qu'on le dise. Notre compétition n'est pas respectée, mais n'est pas respectée par qui? Par ceux que nous allons chercher.
On est prompt à aller chercher les Européens, mais qui, eux, ne respectent pas la CAN. Ils ne considèrent pas la CAN. Il fallait quand même que je le dise. Ensuite, Yann avait posé la question de savoir, la deuxième question de Yann, dans ces éliminatoires, le groupe, on joue à la veille de Noël. Oui, on disait tantôt que nous sommes une équipe représentative du peuple. La santé mentale, le bien-être, notre peuple va en dépendre. Ce match Cameroun-Gabon était un match important, derby d'Afrique centrale, avec tout ce que vous voulez. Certains joueurs seront, ne seront pas, mais il est important pour nous que nous gagnions ce match. Déjà, sur le plan comptable, on a besoin de ce match pour avancer. Aussi pour vous, mes frères et sœurs journalistes, on aura battu enfin une équipe du chapeau 1. Ça, le lendemain, vous l'écrirez. Mais aussi pour nos compatriotes, la veille de Noël, ce serait pour un merveilleux cadeau de Noël. Et on devra rejouer un autre le 31. La veille, c'est donc le réveillon. Vous voyez, ce sont les matchs en jeu, les matchs importants. On y pense, parce que ça a été fait sciemment, mais bon, le plus important pour nous, c'est de gagner, parce qu'on veut avancer dans cette compétition, et aussi on pense à notre peuple rester à la maison. Voilà. Oui, coach, merci encore pour la liste. J'ai deux préoccupations au niveau effectivement du groupe qui part. Je constate que vous écoutez désormais un peu plus les classiques, on va dire, qui sont là depuis entre 2010 et 2012, sinon un peu après. Et vous avez dit qu'ils font leur dernier baroud pour certains parce qu'effectivement, ils sont beaucoup de trentenaires et je crois que c'est l'un des derniers grands challenges, beaucoup d'entre eux. On a aussi constaté ou observé, bon, c'est nous, hein, que au cours du match contre le Nigeria, on a eu l'impression qu'ils ont voulu prendre les responsabilités en jouant le match eux. Parce qu'on a vu que, bon, vous avez commencé avec les classiques et que les jeunes sont rentrés après. Même si vous dites qu'il faut de l'expérience, et peut-être cette expérience nous a manqué pour la phase de prolongation. J'ai une préoccupation concernant le groupe. Malik Evona vient retrouver ses amis de 2015. Est-ce que c'est pour créer la cohésion et qu'ensemble ils font leur dernier barreau d'honneur ensemble? Lorsqu'on connaît la complicité sur le terrain entre Malik et Pierre-Emerick, on a dû bien le constater dans l'épopée 2015. C'est une question. L'autre préoccupation, c'est que il serait difficile pour nous de partir de cette conférence de presse sans aborder cette question qui concerne le staff technique, la question des équipements des Panthères. Je crois que vous êtes au courant, puisque désormais vous êtes un peu sur les réseaux sociaux et vous suivez l'actualité. Quel est le point de vue ou l'avis de le sélectionneur national Thierry Mouyouma, qui effectivement est un acteur majeur dans ce dossier? Merci. Très cher Djibril, de manière sincère, franche et respectueuse, je pense que les deux points que vous avez soulevés, les deux ont été des supputations et pas des questions. Vous avez beaucoup supposé aussi. Vous avez supposé qu'il revient à Malik. Comment ça va être? Est-ce qu'il vient pour le sportif? Moi, je ne peux pas déjà juger ce qui va arriver ou qui devrait arriver. Malik revient dans un groupe discipliné, ordonné, organisé. Il devra s'y tenir. Là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Je sais pas, je vois même pas pourquoi on en parle. On n'a pas eu de cas en 2 ans. Pourquoi on devrait l'avoir que là? Et je pense que poser le problème comme ça expose même le joueur. Bon, le deuxième point. Thierry Mouyouma est entraîneur de football. Pourquoi devrait-il parler des affaires des équipements? C'est pas mon rôle. Vous avez fait des documents récemment. Posez ce problème à qui de droit? À ceux qui peuvent répondre de ces choses-là. Mais pas moi, je suis sélectionneur. Aux dernières nouvelles. Il disait quoi? Il disait quoi? Bon, c'est public, hein, c'est une déclaration publique. Oui. Il a dit qu'il y aurait un problème avec le staff dans la gestion des équipements. Je crois que vous l'avez suivi, c'est une préoccupation pour nous, on veut avoir votre avis. Moi, je n'ai pas d'avis à donner.
je n'ai pas de commentaire à faire sur les propos du président de la Fédération gabonaise de football. Comme lui ne fait pas de commentaires quand je finis une conférence de presse. C'est vous le journaliste. Faites l'investigation, allez creuser, allez trouver des raisons à gauche ou à droite, commenter, tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prochaine question. Bonjour coach. Bonjour Frise. En dehors du ranking, donc vous avez parlé tout à l'heure de vos principaux adversaires de votre groupe, à savoir les éléphants et les lions indomptables. Mais actuellement, on constate que ce sont deux forces. Merci Frise pour la question. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, dans ce groupe, nous avons deux anciens champions d'Afrique. C'est pas rien. Et les matchs Cameroun-Gabon ont toujours sublimé les acteurs. Pour des raisons simples, nous sommes voisins. Des matchs de niveau Coupe d'Afrique des Nations, et matchs qui nous amèneraient vers le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'allons pas nous attarder sur ce qui s'est passé ou la diminution de... Il faut gagner face au Cameroun, gagner face au Mozambique, gagner face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre volonté. Maintenant, ça reste des matchs de football. Le terrain sera le révélateur. Coach, bonjour. Parfait Junior Boukinda, Gabon Télévision. Gambie, Gabon. Gabon, Burundi. Nigeria, Gabon. 3 matchs qui me parlent pour avoir particulièrement suivi ces rencontres. Physiquement, on n'est pas forcément au point lors de ces 3 rencontres. La Coupe d'Afrique des Nations a la particularité d'être très courte. Comment physiquement préparer les Panthères? C'est le premier volet de ma question. Deuxième aspect, vous avez reconnu que c'est une compétition assez importante. Le discours. Comment on entretient ces joueurs à l'approche d'un tel événement? Bonjour, juste pas faire. Physiquement, nous dépendons des joueurs professionnels qui arrivent de leur club déjà dans un bon état physique. Maintenant, il se pose un problème de fraîcheur par rapport à la date du dernier match. Ce que nous sommes censés travailler en si peu de temps, ce sont des combinaisons. Je ne veux peut-être pas rentrer dans la stratégie proprement dite, parce que la conférence de presse est observée un peu partout. Mais nous, quand on parle de physique, il n'y a pas de défaillance quand ils arrivent. Le physique peut être entamé en cours de match en fonction des efforts qu'on aura produits. Admettons qu'on décide de jouer, comme souhaitait un de vos collègues, bloc bas, qu'on ne sait pas faire, c'est que nous sommes obligés de remonter le ballon 80 mètres. Et là, on va puiser dans les énergies. Au bout d'un moment, on est épuisé parce qu'on fait les efforts sur le plan défensif, sur le plan offensif. Il faut aussi comprendre que l'équipe qui a généralement moins le ballon, qui court le ballon, s'épuise. Ce qui ne devrait pas être notre cas. Donc, nous avons ce problème à régler. Maintenant, sur le plan du discours, je pense que c'est une compétition qui est déjà motivante pour les joueurs. Tout à l'heure, Djibril disait, il les appelait les classiques. Il disait même qu'il m'a prêté des mots. Certains sont en train de jouer leur dernière CAN. C'est pas ce que j'avais dit. J'avais jamais dit que c'était leur dernière CAN. J'avais dit que certains sont en train de jouer peut-être. Ils pourraient décider de continuer au gré de situation. C'est ça que j'avais dit. Donc ils peuvent se motiver. Pour ceux qui pensent qu'ils voudraient arrêter. C'est mon dernier barreau d'honneur. Ça me motive. Jouer face au Cameroun, c'est motivant. Jouer le Mozambique ensuite, et rejouer la Côte d'Ivoire derrière, c'est motivant. Se savoir regarder par sa famille, ses amis, son peuple, c'est motivant. Et ensuite, nous, on devra trouver le discours accrocheur entre les regroupements ou avant les matchs. Coach Romaric Zogo, je reviens avec 2 questions, peut-être même 3. La première, Klech Lufilou et Eric Bokoum sont de retour. Ils n'étaient pas revenus depuis quelques semaines déjà. Moi, j'ai ma petite idée en tant que journaliste par rapport au match qu'on a regardé contre le Nigeria et cette fraîcheur physique qui nous a manqué et cet impact à un moment donné on a subi dans les prolongations.
est-ce qu'ils reviennent à cause de ça? À cause de cette profondeur de banc qui a manqué, parce qu'on sait qu'Eric, il n'y avait pas Kanga, et ça s'est vu. On n'avait pas de numéro 10 capable de jouer à part Kanga. Et on sait que Kanga, normalement, il ne devrait pas jouer le premier match contre le Cameroun, si je ne m'abuse, à la CAN. Donc vous allez me corriger. Est-ce qu'ils reviennent pour pallier à ces manques-là qu'on a observés? La deuxième question concerne deux absents. Brian Meyo, qui a beaucoup plu aux Gabonais. Noah Lemina, qui a beaucoup été appelé, beaucoup été critiqué aussi, parce que des matchs souvent, je ne vais pas dire décevants, mais on sait le talent qu'il a et on voit que ce n'est pas encore ça. Ils ne sont pas là tous les deux. Est-ce que c'est une sanction par rapport à ce match ou à ce non-match? Ils entrent en jeu, ils font 26-27 minutes, comme vous l'avez dit, et ils ressortent. C'est rare de voir ça dans les matchs. Je doute que vous les sanctionnez. On n'a jamais vu que vous ayez sanctionné un joueur. Mais pourquoi tous les deux directement dans cette liste-là n'apparaissent pas? Et puis peut-être la dernière, avez-vous décidé de protéger Alando Marcolino qui n'est pas là dans cette liste? Parce que bon, on vous a quand même beaucoup critiqué de l'avoir appelé à chaque fois. Vous savez vous défendre, mais lui il en a beaucoup pris sur la gueule. Moi, je m'attendais de facto à ce qu'il soit là parce que vous avez à chaque fois parlé de ses qualités pour lesquelles vous l'appeliez et cette capacité à être le seul attaquant à jouer pivot, etc. Mais là, subitement, il n'apparaît plus et on a un retour un peu étonnant de Malik Evuna. Est-ce que c'était pour protéger ce jeune garçon-là ou est-ce que vous vous êtes dit il ne fera pas l'affaire sur cette CAN? Merci. Oui, merci, Romaric. Je pense que la première question, parce que là, vous avez aligné 3. Voilà. Oui, mais je pense que dans votre question, vous donnez aussi un peu la réponse. Ça se voit que vous suivez bien cette équipe nationale et que vous êtes à jour. Gaylord, effectivement, est suspendu le premier match pour 2 cartons jaunes pendant les éliminatoires, qui ne jouera pas le premier match. Bon, le terme 10, c'est pas souvent le terme que nous on utilise, parce que nous ne jouons pas avec des 10, nous jouons avec des milieux de terrain, soit 2 points offensifs, ou c'est une possibilité de pouvoir jouer avec Eric ce match-là ou avec d'autres dans une autre version. On verra quand on va s'entraîner. Effectivement, que le retour de Ruben dans une liste élargie de 28 rapporte de la force dans une compétition où on en a forcément besoin. Ça veut dire que si vous jouez dans un match, vous devez changer sur un aspect, un état d'esprit atypique sur le plan défensif. Vous avez besoin de ce profil de joueur qu'on n'avait pas, par exemple, en novembre. Le garçon, il joue dans son club, il est vice-capitaine, il est capitaine, et donc il est bien. Il vient. Ensuite, votre deuxième question, non, il n'y a pas de sanction directe, parce que ce sont des joueurs d'avenir, des joueurs du futur, mais il faut faire des choix. Les choix sont faits sur la base de ce que nous attendons. La CAN va nous proposer. La CAN, elle est agressive. La CAN, on a besoin de puissance, on a besoin de développer de la force. C'est ce que nous n'avons pas retrouvé à ce jour avec ces garçons. Et je ne peux pas prendre le risque, mon staff et moi, de nous retrouver au milieu de la CAN où on ne peut plus rien changer. La CAF, en ce sens, est claire. Quand vous inscrivez 28 joueurs, c'est les 28. Sauf si vous avez un cas de force majeure, vous pouvez piocher dans les 55. Si vous n'avez pas de cas de force majeure, les dés sont tirés, sont pipés. Donc il n'y a pas de sanction. Et ce n'est pas les seuls. Vous regardez la liste, il y a d'autres garçons qui étaient là en novembre, qui ne reviennent pas. Ce sont des choix. Ils ont le temps de faire leurs armes, s'aguerrir, revenir plus tard. Il n'y a pas de sanction là-dessus. C'est un peu la même chose pour Alan qui était là en novembre avec les autres. Ce sont des choix, mais des choix spécifiques. Je parlais tout à l'heure d'avoir l'importance plutôt d'avoir un joueur aguerri, le profil de pivot avant-centre. Ça ramène à votre quatrième question avec Malik. À défaut d'avoir Pierre, à défaut d'avoir Denis, peut-être même Royce, Malik peut être une option en fonction de ce qu'il va proposer lors du stage. Et on sait tous ici que c'était un joueur d'expérience. Quand on parle de CAN, à lui, ça lui parle forcément. Ces confrontations face au Cameroun, ça va être rugueux. Donc c'est en ce sens que nous avons bâti cette liste. Mais il n'y a pas de sanction. Et je pense aussi qu'Alan, il est bien entouré. Dans sa famille, c'est des anciens footballeurs. Je pense qu'il n'a forcément pas besoin de nous pour se protéger, je pense.
Bonjour à tous, bonjour coach. Déjà, Elvis Angwimba, Urban FM. Félicitations déjà pour la qualification, vous et votre staff. Parce que lorsque vous avez pris la sélection nationale, beaucoup ne pensaient pas que vous deviez arriver. Aujourd'hui, vous êtes arrivé, il faut vous le dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut critiquer. Aujourd'hui, on dit félicitations à Thierry Mouyouma et son staff. Alors, coach, ma première question est la suivante. En 1996, vous et Anissé Yala, vous étiez dans l'équipe de la sélection qui a été allée en quart de finale du côté de l'Afrique du Sud, en ayant comme coach Alain Dacosta Suarez. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'héritage a été récupéré par vous et Anissé Yala, que je vois présent dans le staff des Panthères? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième... La première, on va avancer. Pour ne pas oublier. Je peux répondre à la première? Oui. Bonjour Elvis. Déjà, il faut corriger quelque chose. Moi, j'ai fait les préparations, le tournoi avant Cannes, le 96. Au final, j'ai pas fait la Cannes. Mais je vois dans la liste des présents là, Thierry Dieudonné Mouyouma, 105. Justement parce que j'avais fait la... C'est sur le net, les gars, hein? C'est sur le net. Oui. Ouais. Vous connaissez l'histoire d'une bête, non? Oui, bien sûr. Vous connaissez l'histoire d'une bête? Qui mieux peut vous raconter le bête? C'est le compteur. Dans ce cas, je suis le compteur. Okay. Ils vous l'ont peut-être dit là-bas, c'est écrit. Je vous dis que j'ai fait le tournoi, parce qu'il y a deux tournois. Oui. Il y a un tournoi du Bélier à Libreville, je participe. Ouais. Et ensuite, il y a une deuxième mise au vert en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais pas au-delà. Okay. Je suis cité dans la liste, mais je vais pas au-delà. La Cannes 96. Et juste après la Cannes, je reviens en équipe nationale. Okay. Donc, j'ai pas fait la Cannes 96. Ok, d'accord, coach. Merci pour la précision. Oui, je vais répondre à la question. Écoutez, le quart de finale du Gabon, ça me fait penser à ce que me disait un kiné sur l'entorse au niveau de la cheville. J'ai un kiné qui m'avait dit, en réalité, on a une seule entorse. La deuxième, c'est plus une entorse, une récidive. Je parle sous le contrôle d'un très grand médecin. Et la Cannes, c'est pareil. Pour moi, le quart de finale, c'est celui de 96. Et c'est un hommage au Code d'Acosta. C'est dommage que dans ce pays, des fois, pour rendre un hommage, il faut que la personne soit partie. Mais on a l'esprit aussi d'atteindre ce quart et passer le quart pour faire un coucou de là où il est. Nous qui sommes certains spirituels, on croit à ces choses-là. On croit fortement qu'il nous accompagnera. De là où il est, c'était un protecteur à son temps, il le sera encore. Donc il est important pour nous qu'on dépasse ce cap un jour. Et surtout avec un staff gabonais. Ce fut le cas en 96. Il avait comme adjoint le coach Kossi. Vous savez qu'il y avait l'ancien sélectionneur de Côte d'Ivoire aussi, Omar Martial, c'est ça, qui était venu. Mais il y avait des Gabonais, beaucoup de Gabonais. Il y avait le coach Walka Bikinda. Donc voilà, il est important aussi avec le staff gabonais qu'on dépasse le stade de quart de finale. Voilà pourquoi je faisais la parenthèse, vu qu'il fut le premier coach gabonais à qualifier le Gabon. Et il fut aussi le premier coach gabonais, le premier coach à amener le Gabon jusqu'en quart de finale. Est-ce que c'est pas aussi une double pression pour vous? Comment vous la vivez? Aujourd'hui, vous êtes le deuxième Gabonais et votre staff a qualifié le Gabon pour la CAN. Vous aviez été lancé par Alain Dacosta Suarez. Aujourd'hui, on peut pratiquement dire que vous êtes sur la même lignée que lui. Comment vous vivez cette pression-là? Ma seconde question aussi, pour moi, la liste des 28 joueurs, pour moi, c'est une bonne liste. Parce que là-dedans, on voit des jeunes, on voit des joueurs expérimentés. Et je pense que ce Méli Melo pourra, pourquoi pas apporter la surprise. Parce que comme vous l'avez souligné, dans notre groupe, on a 2 anciens champions d'Afrique des 4 dernières éditions. Donc, c'est pratiquement le groupe de la mort. Et je pense qu'on pourra arracher la qualification si effectivement le travail que vous avez commencé, vous continuez à le faire sans pression. Voilà. Elvis, sur le code d'Acosta, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était un grand entraîneur, un grand homme, un rassembleur. Déjà à son époque, c'était pas facile. Je pense que je le disais tantôt, les entraîneurs locaux ont souvent des complications, des difficultés que ne rencontrent pas les Occidentaux. C'était pas facile pour lui. À la veille, la CAN, je me rappelle que le premier tournoi, on était à l'ancien hôtel Méridien. 2 fois, il fallait jouer à l'Omnisport, le bus qu'on avait, ouais, toutes ces conditions. Il devait tout faire lui. Si le même problème d'équipement 2 fois se posait,
Quand on partait d'ici, on avait un autre équipementier. Quand ils sont arrivés sur place, il fut un autre que vous connaissez certainement. Commencé par un O. Donc, toutes ces choses-là n'étaient pas toutes mises en place. Ils ont connu des problèmes avant les quarts de finale. Et lors des quarts de finale, c'était pas aussi évident. Et puis le format de l'époque n'était pas simple. On était dans un groupe de 3, je pense, et puis 2 devaient passer. On perd le premier match, il fallait gagner. C'était pas facile. Je lui tire mon chapeau. Après, on va pas, nous, entraîneurs, arriver à nous comparer. On peut pas faire ça. Ce serait irrespectueux même. On peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, il reste, à mon avis, le meilleur entraîneur gabonais et l'un des meilleurs avec qui j'ai travaillé. Après, je ne sais pas s'il y avait une question après ça. La pression, on l'a toujours. Si un entraîneur de football ou un joueur n'a plus de pression, il ne peut plus faire ce métier. On a la pression du résultat, on a la pression du peuple, on a la pression de gagner les matchs, mais c'est notre leitmotiv. Bonjour coach, Olivier Dibasso, Jaco FM. Alors, je vais plutôt parler de vos adversaires concernant le Cameroun notamment. Est-ce que vous suivez avec attention la situation qui prévaut là-bas depuis 2 semaines maintenant, avec le choix d'écarter, je dis bien momentanément, Marc Brice et certains, et en plus il y a eu la liste donc qui est sortie avec notamment des joueurs cadres comme André Onana, comme Zambou Anguissa et Vincent Boubacar notamment. On sait qu'avec l'aide de vos analystes, vous avez déjà commencé un travail sur vos adversaires. Est-ce que vous prenez en compte que pour ce premier match, qui est quand même le premier match de la CAN pour les Panthères face à ce Cameroun, est-ce que vous prenez en compte que beaucoup de choses pourraient justement évoluer? On sait que il y a cette tension entre le président de la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports, le sélectionneur et ainsi de suite, et maintenant même certains joueurs. Est-ce que vous prenez cela en compte dans vos analyses qui vont vous permettre justement d'aborder ce match d'ouverture pour les Panthères? Bonjour Olivier. Je disais tantôt, je pense que le Cameroun est quand même coutumé du fait. Ah, ce que je dis, c'est vraiment péjoratif. C'est pas qu'ils le font sciemment. Je dis que chaque fois que c'est arrivé, ils se sont bien comportés. Et donc on fait attention là-dessus. La résilience, c'est quelque chose il n'y a pas que nous Gabonais qui prônons dans notre staff. La résilience, c'est appuyer sur ce qui nous fait mal ou être stoïque face à certaines situations. Nous connaissons nos frères et sœurs camerounais, nous sommes voisins, nous avons beaucoup de mixité. Et cette équipe, lors d'une Coupe du Monde, avait ses problèmes de primes la veille, ils sont qualifiés. Qui aurait cru que le Cameroun irait se qualifier en Algérie? Donc c'est autant de choses qui nous observons, mais avec beaucoup de recul. Je sais ce que vous dites, je sais, je l'ai entendu, j'ai vu, mais je m'abstiens de tout commentaire parce que c'est la cuisine interne du Cameroun. Là, sur le plan du jeu, la seule chose qui change, c'est la méthode de travail. Les analystes ont travaillé sur une façon de jouer qui était celle entretenue par l'entraîneur précédent. Là, il faut très vite revenir, mais on va à l'inconnu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'appuyer sur l'existentiel? Est-ce qu'ils vont changer de profil? Mais bon, le Cameroun aussi sait qu'ils ont affaire à une équipe du Gabon qui ces 2 dernières années a été compétitive, a des garanties, a des certitudes dans sa façon de jouer. Donc ils seront dans une autre réflexion. Vous voyez? Et je pense qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on saura. À moins que le Cameroun ait un match amical à jouer d'ici là, comme nous, si on joue, ils viendront pour comprendre ce qui a changé. Mais bon, vu que l'entraîneur, nous avons reste le même, donc ils ont une certaine idée de nos principes de jeu, notre façon de nous déployer. Nous n'avons plus, parce que l'entraîneur part, mais on va se préparer, parce qu'il y a quand même dans un pays, il y a l'idée générale. Au Cameroun, on utilise des gens fort potentiels. Il n'y a pas de gabarit fin, petit, vous voyez ce que ça veut dire. Donc ça appelle tout de suite à la force, au rapport de force. Ce sont des idées comme ça qu'on a dans le staff. Et puis bon, nous sommes dans une conférence de presse, on ne va pas s'amuser à tout dire, mais bon.
Alors, pour ma seconde question, vous êtes donc à votre troisième année. Vous avez d'ailleurs produit ces statistiques qui vous ont conduit justement à cette fameuse liste de convoqués que vous avez dévoilée aujourd'hui. Est-ce que vous avez aujourd'hui une équipe type, même si naturellement il faut prendre en compte que il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux noms, mais comme vous l'avez expliqué pour le cas de Malik Evouna, il est plus là à cause de l'élargissement de la liste pour prendre son cas, plutôt que, même si évidemment il pourrait être, au vu de son expérience, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il peut être utilisé par vous et votre staff lors de certaines rencontres, même du premier tour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment à l'idée déjà une équipe type? Même s'il faut prendre en compte qu'entre maintenant et le début de la CAN, il peut y avoir naturellement des remises en question par rapport à l'état de forme physique et autres. Olivier, juste une précision. Je suis là avec mon staff depuis 2 ans. Voilà, nous sommes arrivés le 5 octobre 2023. Bon, là, on va commencer, on est lancé dans la 3e année. Je disais tantôt qu'on était au départ à 55 joueurs. Ensuite, on a tamisé à 35. Et on nous a dit au moment que c'était que 23. On a fait la liste de 23. Et on nous a dit il y a un élargissement. On a élargi à 28. Mais dans ce groupe, depuis que nous sommes là, nous avons une ossature. Et quand vous regardez les statistiques sur le temps de chaque joueur par match, vous voyez que c'est souvent les mêmes. Ce qui veut dire qu'on a une ossature de base. Même quand nos adversaires vont faire les recherches, ils vont faire les recherches sur cette base. Et sur les principes prônés. Comment le Gabon fait ceci, comment on fait cela. Nous avons une ossature. Un groupe type, une équipe type, non et oui. Parce que la question, vous la retrouvez dans l'ossature. Qui va dire l'ossature va être déjà, on commence à 11, donc on va être autour de 7, 8 joueurs qui reviennent très souvent. Vous avez. Maintenant, c'est les autres que vous devez rajouter en fonction de l'adversaire qu'on aura affronté. Et en fonction également du plan de jeu ou de la stratégie du match spécifique. Voilà. Je crois que c'était ça. Il y avait une deuxième question? Non. C'est ça. Je pense qu'on a largement déjà dépassé le temps, coach. On va prendre une dernière question. Une dernière question. Une dernière question. On s'était attardé sur les statistiques. Je pense qu'on peut déborder un tout petit peu. Rebonjour, coach. Ismaël Yatumba, encore moi. J'ai une question. Avant le match des barrages face au Nigeria, il y a une question qui vous avait été posée ici. Est-ce que Eric Moulongi, manager général adjoint de l'équipe nationale, est évincé du groupe? Ce que vous avez répondu, non, il est toujours là. Mais nous avons constaté que en allant au Nigeria, M. Eric Moulongi ne faisait pas partie du groupe. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que M. Eric Moulongi sera du groupe du Gabon pour la CAN au Maroc? Ismaël, je vais sortir 2 points. Vous m'avez dit rebonjour. Vous n'avez pas attendu le soir. Si vous reprenez la parole, ça va être un rebonjour ou tribonjour. Vous n'attendez même pas. Ensuite, la deuxième chose, nous. La seule raison qui a fait qu'Eric ne voyage pas, c'est parce qu'on n'a pas été au Nigeria. Voilà. Lui, il avait le visa du Nigeria et pas celui du Maroc, et il n'est pas venu. Ismaël, on n'était pas au Nigeria. On était au Maroc. Oui? D'accord. D'accord, on était au Maroc. Mais je vous avais répondu à l'époque, j'avais dit quoi? Le voilà. D'accord? Oui. Ismaël, s'il te plaît. Dernière question. Ismaël, dernière question. On va croiser nos doigts et attendre. Voir si c'est au Maroc ou pas. Voilà. Alors, coach, c'est Fritz Koum, RFI. Coach, vous avez désormais 2 adjoints, Cédric Moubamba, et puis dernièrement, il y a eu Anissé Yala. Est-ce que pour l'Assemblée qui est ici,
Est-ce que vous pouvez me donner le rôle de chacun dans le staff? Oui, je pense que le terme approprié, c'est assistant. C'est des entraîneurs. Vous les connaissez. Le coach Anissé, il n'est pas nouveau ici. Il a qualifié le pays à certaines Coupes d'Afrique des Nations, déjà avec les catégories des jeunes. Cédric est là depuis un moment. Et on travaille ensemble depuis bientôt plus de 10 ans. On se balade mais ensemble. On partage le travail. Je fais l'élaboration. Et il m'assiste en ce sens qu'on fait les montages de terrain ensemble, montage d'exercice, convocation de joueurs, on partage tout. On discute sur les choix. Début de match, lors des changements, on prend des avis. C'est moi qui tranche encore une fois. Et il m'arrive aussi des sensations en fonction de mon ressenti. Je viens, je dis, on partira sur ça. Ça, c'est la spécificité de notre collaboration. Donc, ils ont un rôle... là, ils auront à gérer le premier match tous les deux. Avec une position spécifique, Cédric et ensuite Anissé. Dans l'ordre du banc de touche. Il y a moi, il y a Cédric, ensuite il y a Anissé. Et il y a Merlin qui fait un tournoi technique parce que Merlin est, comme eux, licence, des entraîneurs de niveau licence A. Donc, c'est le plus haut niveau du football africain. Donc, c'est des entraîneurs compétents. Nous avons de très bonnes relations. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Parce qu'on trouve toujours la... Je dis pas vous, hein, on se comprend. On trouve toujours la petite X. Parce qu'il avait été dit aussi à un moment que Mouyouma et Yala ne se parlaient pas, ne s'entendaient pas. Ce qui est totalement faux. On a même été coéquipiers autant en équipe nationale qu'en Manga Sport. Nous sommes arrivés à la même période à Manga Sport. Donc. Voilà un peu les rôles qu'ils auront à jouer au sein de l'équipe nationale. Chacun émet des propositions. Quand on n'est pas d'accord, on rediscute, on associe. Également, Londo, qui est manager général, ancien footballeur. C'est aussi l'importance d'avoir demandé autour de nous plusieurs anciens footballeurs. Eric Moulungi, Fabrice Domba-Colino. Quand nous avons des discussions technico-tactiques, on partage les échanges tous ensemble, tous ceux qui ont joué au football. On émet des fois des vœux, des propositions. Quand nous avons des soucis de récupération de certains joueurs professionnels, ils ont des avis parce qu'eux aussi ont connu cette situation. Quand ils étaient blessés, les protocoles de retour des blessures, Malin Tandjigora, j'ai failli oublier. On discute de ces choses-là. Sur les libérations de joueurs, ils ont fait des Coupes d'Afrique des Nations. Ils savent de quoi on parle. C'est un peu comme ça qu'on repartit le travail là-bas. Et l'analyse vidéo, lui aussi, Stéphane Bemou, qui est un ancien footballeur, ancien international chez les catégories des jeunes, qui était un coéquipier. C'est comme ça qu'on repartit la charge de travail. Merci, coach. Prends la dernière question, on va partir. S'il te plaît. Merci, sélectionneur, pour la dernière question. Pardon, deux questions rapidement. D'abord, sur l'équipe. Vous avez des idées, hein, incontestablement, ça, il n'y a personne qui peut le nier. Vous en parlez longuement au cours de vos conférences de presse depuis que vous êtes sélectionneur. Le problème, c'est que sur le terrain, parfois, on a du mal à voir ces idées, justement, prendre corps. Et en réfléchissant, je me demandais, et vous me direz si vous partagez cet avis, est-ce que l'absence, finalement, de concurrence sur certains postes en sélection nationale ne justifie pas, finalement, cette baisse de performance de l'équipe? Parce que si on prend, par exemple, le côté gauche de la défense, on a Obiang et Komi qui sont en concurrence depuis bientôt 1 an, 2 ans, et on voit que cette concurrence a fait progresser notamment Jordan et Komi qui aujourd'hui, que ce soit en club, Jacques et Komi, pardon, que ce soit en club ou en sélection, donne quand même des copies plus que satisfaisantes. Et quand on regarde un tout petit peu sur d'autres secteurs de jeu, cette concurrence n'existe pas et on voit justement des joueurs sur lesquels vous avez notamment confiance qui sont un peu en régression. Je pense notamment à Gaylor Kanga. Ça fait un certain temps que ses performances ne sont plus celles qu'elles étaient il y a encore de cela 1 an, 1 an et demi. En attaque, il n'y a quasiment pas de concurrence. Pierre-Emerick n'a pas de concurrent en tant que tel. Sur les côtés, c'est pareil. Est-ce que voilà, ce manque de concurrence n'est pas préjudiciable finalement dans vos choix des hommes pour amener plus de performances dans l'équipe nationale? Écoutez, votre question, elle est pertinente et bien pointilleuse. Pourquoi? Bon, moi, je dirais pas, ça s'apparente à la concurrence. Ça s'appelle de la concurrence. Mais je parle
Moi, je dirais plus des similitudes de niveau. Sur le continent, ces 15 dernières années, vous avez eu des grands joueurs qui ont émergé, mais peu ont le niveau d'excellence de Pierre-Emerick ou la capacité de scorer qu'il a. Si sur le continent, où nous avons 52 États, on n'arrive pas à le faire, c'est pas avec 2 millions d'habitants que nous allons trouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complexe. Et souvent, les comparaisons que nous faisons, et ceux qui en ont subi récemment, c'est tous ceux qui ont joué avant-centre. Quand il ratait une action, on disait, ah, mais ça aurait été Pierre-Emerick. Oui, mais Pierre-Emerick, c'était un serial beater. Vous voyez? Kanga, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui évoluent en équipe nationale depuis 15, un peu plus, 15 années, 10 ans, un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le phénomène d'habitude. Deux fois, quand vous les sortez, même moi j'ai eu ça là récemment face au Burundi à Franceville. Quand Kanga sort à la mi-temps, pour certains compatriotes, il est inadmissible, incompréhensible qu'on le sorte. Vous voyez? Et ça va se retourner même contre nous à leur fin, quand ils décideront de partir, ou quand ils ne seront plus appelés. On va demander, mais pourquoi ils ne viennent plus? Parce que notre subconscient, pour certains, ceux qui sont arrivés, n'a connu que ces joueurs-là. Après, la concurrence, elle existe. C'est juste qu'il y a des dominantes dans les couplages. Quand nous jouons, par exemple, dans la possession, nous recherchons à créer la supériorité. Nous avons souvent deux types de supériorité dans ce cas. Sur le plan tactique, il y a la supériorité numérique, on va attaquer en groupe, mais la supériorité affective, socio-affective. Dédoublement 2 contre 1, il faut que les gens là collaborent et s'entendent et se comprennent parce qu'ils vont travailler. Donc les automatismes et le socio. Il y a un qui voudra se surpasser parce que ce gars et moi, je l'aide et lui et moi, ça se passe bien. C'est les joueurs de football. Si ça se passe moins bien, vous perdez le socio. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec Gaylord, de fois, ce qui est arrivé, c'est les positions ou sa position préférentielle. Sa position préférentielle, c'est très souvent en dessous de la médiane quand nous attaquons. Pour faire du jeu long, parce que lui, c'était sa qualité, il aime bien donner les ballons aux autres. Il aime être décisif sur la dernière passe. Surtout la dernière, pas l'avant-dernière. Et ce qu'il faut améliorer là-dessus, c'est sa capacité, ce qu'il essaye d'évoluer sur sa supériorité socio-affective avec les attaquants. À ce niveau, il y aura la concurrence. Parce qu'il y aura un comparatif. Si vous jouez le premier match sans lui, en fonction de comment ça se passe, ça crée de la concurrence. Il y a un principe en football qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Vous pouvez être mené, vous pouvez être tenté à le refaire. Mais se lever, faire une concurrence saine, ça existe, mais une concurrence de niveau, Gaylord, Pierre-Emerick avec d'autres joueurs, c'est difficile pour nous le Gabon. Parce que nous n'avons pas créé ces profils, nous n'avons pas créé cette capacité, même cette capacité d'avoir des joueurs de ce profil. Je ne sais pas si... Si, coach, j'entends vos explications. La dernière, très rapidement, c'est en lien finalement avec cette idée de doublons sur des postes. Finalement, vous disposez des éléments que vous avez, quantitativement et qualitativement. Vous avez regardé sans doute le week-end dernier le match de Mario Lemina en défense centrale, 90 minutes. Didier Ibrahim Don a joué à Dijon avec Ekwele dans l'axe il y a encore cela quelques années. Est-ce que vous n'avez pas là aussi avec des joueurs qui ont finalement la capacité d'évoluer dans certains postes, que ce soit à ligne défensive ou à ligne médiane? Est-ce que vous n'avez pas là des éléments pour justement apporter du sang neuf, des idées nouvelles dans ce chantier défensif qui en réalité est le véritable chantier de l'équipe nationale? Quand on voit depuis 2 ans le nombre de buts qu'on a encaissé, le nombre de situations, d'occasions qu'on a concédées aux adversaires, est-ce qu'avec des joueurs qui ont ce profil de milieu défensif, finalement, ils ne pourraient pas redescendre d'un cran pour essayer de stabiliser cette défense? Merci. Je vous remercie pour la question tactique. Je pense que ce sont là des options que nous avons, mais qui ne sont pas des premières options. Pourquoi ce ne sont pas des premières options? Parce qu'on va se retrouver au stade où on devrait déplacer des joueurs pour résoudre un problème défensif en les faisant jouer défenseurs centraux, mais en créer un autre dans l'entrejeu. Vous voyez un peu pour ceux qui connaissent un peu la pêche à la nasse, vous faites une barrière ici avec la boue, et puis l'eau passe de ce côté. Vous allez retirer la boue pour refermer ici, et ça passe là. Vous voyez, nous on ne veut pas se retrouver dans cette situation.
Mais dans un match où un joueur sort 2 minutes pour raison de blessure ou tout ce que vous voulez, on peut arriver à cela. On fait reculer un de ces joueurs en fonction du couplage qu'il aura à faire. Donc la supériorité socio-affective, on peut le faire dans ce cas. Nous sommes dans une situation où on pense que l'adversaire a l'ascendant, on peut arriver à faire ce genre de choses. Mais partir sur ces principes, déséquilibrer totalement l'équipe. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de qualité et de quantité. Aujourd'hui, nous avons la quantité, mais la qualité est disparate. Et donc, avec la qualité disparate, on ne peut pas être amené à faire ce type de repositionnement. Si on le refait là, on aura passé 2 ans à travailler pour nous préparer la CAN, on se remet en cause nous-mêmes. Et en 9 jours, on ne pourra pas trouver des automatismes avec ceux qu'on va ramener en milieu de terrain, par exemple. Si on ne peut décider de reculer Ibrahim, reculer Mario, il faut recréer tout de suite d'autres couplages en milieu de terrain pour aller vers la progression. Pour enlever un, ça pose problème. Et quand vous faites la lecture de cette liste, nous avons 6 défenseurs centraux. L'une des qualités premières qu'on leur demande, c'est la capacité de jouer à 2 postes. Boula peut jouer central gauche, arrière gauche. Donc tu peux jouer central, arrière droit, milieu de terrain défensif. Mais pas en début. Il peut être appelé à... Jonathan peut jouer arrière droit, il peut jouer dans une défense à 3, il peut jouer dans une défense à 4, défenseur central. Bruno Happy ne peuvent jouer que centraux. Mick ne peut jouer pour nous comme on joue, ne peut jouer que central. Ou central dans une défense à 4. Donc nous avons suffisamment de défenseurs centraux. Il y a de la qualité à ce niveau, encore une fois disparate. Nous n'allons pas concrètement nous amuser à ramener des joueurs qui donnent satisfaction déjà dans leur ligne avancée. Voilà, messieurs, dames. Merci à tous. Voici au terme de cette conférence de presse. Nous vous remercions pour votre présence. Nous signalons également qu'un cocktail est offert à la piscine. Donc, bon rafraîchissement et à très vite.